On est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci de venir pour cette présentation. On va tenter de vous montrer un moyen de garder à jour des serveurs Debian au quotidien et sur la durée, sur plusieurs années. Donc on se présente rapidement. Moi je suis Grégory. Moi je suis Jérémy. Et on travaille dans une petite boîte qui s'appelle Evolix, où on gère des infrastructures à base de logiciels libres. On est principalement à Marseille et un petit peu aussi au Québec. Quelques-uns d'entre nous, on est 4 ou 5 à Toulouse. On est une petite équipe de 16 personnes et on travaille avec environ 150 clients et un bon millier de serveurs physiques ou virtuels. Donc on va vous parler en cette fin d'après-midi, une petite introduction au contexte assez hétérogène qu'on a chez nous, qui donne un petit peu de la saveur à la présentation. Des aspects un petit peu généraux sur les mises à jour de Debian, une présentation, un petit focus sur les mises à jour majeures, et ensuite on passera aux mises à jour mineures, notamment qu'on appelle mises à jour de sécurité. On vous en dira plus. Un spoiler ou divulgage un petit peu, on ne va pas vous présenter un super outil magique qui fait tout ça, c'est surtout notre organisation et puis un petit peu de poivre et sel, enfin un petit peu de shell et d'ansible pour épicer tout ça. Donc le contexte d'Evolix, on vous présente ça parce que ça permet quand même de bien comprendre pourquoi on fonctionne comme ça et pourquoi en fait c'est pas si simple de mettre à jour, de conserver à jour Debian. Donc on a vraiment du Debian presque partout pour des petits clients et des gros clients. Il y a des clients qui ont juste un serveur et peut-être le plus gros client a environ 80 serveurs avec une infra web, plein de choses redondantes dans différents data centers, etc. Autres. On a des cas d'usage relativement variés, beaucoup de web, mais aussi de l'email, du stockage. Notamment sur la partie web, c'est des stacks du coup qui sont différentes pour chaque client. Il y a du Apache, du Nginx, du HAProxy, du Varnish, la partie base de données, du PostgreSQL, du MariaDB, du monoserveur, du multiserveur, comme on vient de dire juste avant. Et on va dire un large spectre de versions de Debian, et je vais laisser Jérémy présenter ça. Oui, donc effectivement, on a, même si on aimerait bien, on n'a évidemment pas tous nos serveurs qui sont sur la dernière version de Debian, ni même l'avant-dernière. Et donc là, on peut voir un peu la répartition. Là, c'est une photo prise il y a quelques jours où on voit qu'on commence à avoir quelques serveurs en Debian 13. Mais on a une longue traîne, on va dire, qui va jusqu'à quelques vieilles Debian 7. Donc ça remonte à vraiment très très longtemps. Mais on continue de gérer certaines de ces machines. Ce qui est intéressant quand même de voir, c'est qu'on a plus de 70% des machines qui sont en Debian 11, 12 ou 13, donc ce qui est, de notre point de vue, vu notre historique et le contexte client, qui est quand même plutôt pas mal. On a donc quelques Debian 7 et 8, celles-là, on sait que probablement qu'elles finiront par mourir, mais ne seront jamais réellement remontées dans des niveaux, le train est parti depuis longtemps, pour celles-là c'est fini. Et par contre, celles qui sont en 9 et 10, celles-là, on a bon espoir de pouvoir les monter. Et d'ailleurs, des fois, on fait des mises à jour successives pour faire un grand saut, etc. Mais voilà, on espère les sauver, celles-là. Et d'ailleurs, on avait commencé à parler de ce sujet dès l'année dernière au Capitole du Libre, à l'occasion de la mini-DebConf dans la salle d'à côté, où on avait fait aborder certains de ces aspects. Et le comptage était celui-là à l'époque. Donc là, le graphe en bleu clair, c'est les chiffres de l'année dernière, et en bleu foncé, les chiffres de cette année.
au-delà de la sortie de Debian 13, on voit qu'on a fait à peu près 220 mises à jour de serveurs, enfin 220 serveurs en plus en Debian 12, et environ 160 de moins sur les autres versions. Donc il y a un gros travail sur l'année qui s'est fait pour monter de version tout ça. Voilà. Donc c'est un point de repère intéressant qui nous montre le thème. Alors, sur les serveurs Debian qu'on gère, on utilise évidemment différentes origines, différentes sources pour les logiciels qu'on gère. Principalement, et on installe des paquets, même c'est presque exclusivement des paquets .deb, et la plupart d'entre eux viennent de Debian directement, les paquets dits officiels Debian. On a quelques très rares cas de sources que l'on compile nous-mêmes. On préfère éviter de gérer ça et s'appuyer sur toute la mécanique des paquets Debian, mais ça existe, il y en a un petit peu. Voilà. Et par contre, ça, on ne le fait pas. On vous déconseille de le faire, on vous le déconseille fortement, parce que quand vous faites ça, vous ne maîtrisez pas ce qui provient de exemple.com, install.sh, et vous l'exécutez directement en route sur votre machine, donc c'est catastrophique, il ne faut surtout pas faire ça. T'as même pas mis de HTTPS, donc du coup c'est non, même pas. Mais c'est même pas le pire dans l'histoire. Non, si vous devez faire ça, au minimum, vous téléchargez le script, vous le lisez entièrement, et vous vous posez la question, est-ce que c'est ça que je ferais si je le faisais moi-même? Voilà. Ensuite, donc, puisqu'on parle de paquets Debian, donc on utilise différents dépôts. Forcément, on utilise les dépôts officiels de Debian, ainsi que ceux de Extended LTS, qui est donc maintenu par une équipe tierce, pour étendre encore plus longtemps le support de certains paquets, mais en gros, on considère que c'est des paquets Debian. Et on utilise ces dépôts-là. Alors on a mis en place nos propres miroirs pour faciliter, pour avoir au niveau de la bande passante, au niveau de l'impact que ça a sur les serveurs, la rapidité, etc. On a nos propres miroirs. Bon, sauf pour security et archives, mais voilà. Et puis on a aussi notre propre dépôt, parce qu'on crée des paquets pour nous. C'est des paquets qui n'ont pas spécialement vocation à remonter dans Debian, mais ils sont intéressants dans notre contexte, mais donc voilà. Et puis on a aussi, même si on préfère vraiment tout ce qui provient de Debian, il y a aussi des sources tierces, toujours des paquets .deb, mais qui ne sont pas fabriqués par Debian. Donc là, il y a un aperçu avec quelques exemples, de la stack élastique, du PostgreSQL, qu'est-ce qu'on a mis dedans? On a mis des choses pour des drivers, du Grafana, etc. Bon voilà, c'est un aperçu, mais voilà. Il y a beaucoup d'élastique, mais même si on installe souvent élastique, c'est aussi Falbit, MetricBit et des choses comme ça, oui. Pour de la remontée de données et compagnie. Donc, pour maintenir Debian à jour, on va donner quelques généralités sur cette partie-là, et on va vous présenter un petit peu notre stratégie. Donc, notamment les choix qu'on a fait, enfin les choix possibles pour faire des mises à jour. Alors, il y a le plus commun, on va dire, auquel on peut penser. On peut effectivement faire des opérations manuelles en se connectant en SSH, en lançant les 2-3 commandes apt get pour faire les mises à jour. Bon, ce qui se passe, c'est qu'au-delà de quelques dizaines de serveurs, c'est un petit peu compliqué à faire. Sur beaucoup de serveurs. Il y a un super outil qui s'appelle Unattended Upgrade qui va faire ça, c'est les opérations de façon masquée, on va dire. Donc il va le faire automatiquement, on n'a même pas à y penser. Pour nous, la problématique, c'est que donc c'est un très bon logiciel, mais c'est vraiment orienté pour pas trop y penser. Alors que nous, les moments où on fait les mises à jour, c'est des moments où on veut contrôler, on peut décaler un petit peu les heures de lancement et on veut voir exactement ce qui se passe pour pouvoir intervenir en cas de souci. Donc on n'utilise pas directement Unattended Upgrade sur l'ensemble des serveurs. On pourrait penser aussi de finalement tout automatiser. Là, on garde la main, on le lance quand on veut, mais vraiment avoir un process tout automatisé, par exemple avec Ansible. On aime bien utiliser Ansible. La problématique de ça, c'est que c'est un peu trop déconnecté pour réagir rapidement et on n'a pas forcément le détail, on va vous montrer un petit peu après, de ce qui est en train de se passer et du coup on n'utilise pas
complètement, uniquement Ansible. Il y a un autre outil qui s'appelle apt-dater, qui est un ancien outil, qui est très intéressant, je crois que ça date d'au moins 10-15 ans, qui fait un petit peu ce qu'on pourrait faire manuellement sur un serveur, sauf que ça généralise sur un certain nombre de serveurs. La problématique, c'est que ça passe pas vraiment l'échelle non plus, au-delà de 10-20 serveurs. C'est impossible à utiliser de cette façon-là. Donc, l'ensemble de ces choix qu'on peut avoir, de notre point de vue, c'est soit trop lent, soit trop déconnecté pour nous. Et en fait, on a trouvé, enfin, on va vous expliquer notre propre façon de faire ça. Donc pour rendre ces procédures de mise à jour, ces phases de mise à jour rapides, fiables, répétables, etc., un bon moyen, c'est d'automatiser tout ce qui peut l'être. Alors dans les choses automatisables, il y a évidemment tout ce qui est mise à jour des états et des index d'APT, donc ça c'est très simple, c'est l'équivalent d'APT Update. Aussi le téléchargement des paquets, il n'y a pas de problème, on peut le pré-télécharger, ça va, c'est toujours pareil, ça va bien. On peut aussi faire un ensemble de tâches de vérification, de s'assurer qu'on ne va pas avoir de problématiques d'espace disque ou de tout un tas de choses. Et tout ça, c'est pareil, c'est facile et utile à automatiser. Dans certaines situations, on peut vouloir aussi faire des changements de config, aller changer des valeurs dans certains fichiers. Donc ça, c'est bien. En l'automatisant, on sait que c'est carré. Ça va se passer toujours de la même manière. Il n'y aura pas un oubli de le faire à la main. Mais dans tout ça, le principal, c'est qu'on a besoin, nous, de garder la maîtrise. On veut se rendre compte de ce qui peut mal se passer, ou ce qui a besoin d'une attention particulière, etc. Donc, on a besoin de garder la maîtrise. Parce que dans la vraie vie, on n'a pas que des infras qui sont sortis des contes de fées ou des manuels de sysadmin. On a du concret, on a des choses qui existent depuis 10 ans et qui ont fait des montées de version. On a des clients qui mettent en place des choses qui ne sont pas toujours les plus robustes. Nous-mêmes, on peut aussi commettre des erreurs, etc. Donc concrètement, on a plein de situations qui peuvent être problématiques. Pourquoi ça ne veut plus passer? Je vais le faire avec la tienne. Donc, par exemple, on peut avoir des clients qui ont besoin de faire des opérations avant, pendant ou après nos actions. Donc là, on a besoin de se coordonner. Ça ne peut pas être juste un fire and forget et voilà. On peut aussi avoir des besoins d'exécution spécifiques dans l'ordre des serveurs. Par exemple, si on a des serveurs de base de données redondants, on ne va pas les faire les deux en même temps. Ou alors, on peut vouloir faire un load balancer avant le serveur web, faire des actions dessus. Donc, il y a un ordonnancement des serveurs entre eux. On n'est pas à l'abri aussi d'un service qui ne veut pas redémarrer. Imaginons qu'on ait fait un changement de config et qu'on a oublié de reloader Apache et qu'en fait on a fait une petite erreur. Bon, au moment des mises à jour, ça peut mal se passer. On essaye évidemment de ne pas se retrouver dans ces cas-là, mais ça arrive. Ou alors simplement un paquet qui, pour une raison quelconque, ne redémarre pas. Et puis il y a aussi des tâches qui peuvent être faites après les mises à jour, comme des conversions. Par exemple, quand on change de version de PHP, il faut qu'on copie les confs. Le paquet, parce qu'on installe un nouveau, ne va pas prendre les configs spécifiques qu'on a pu mettre dans cette chose-là. Donc voilà, tout ça sont des choses qui sont à peu près générales sur les mises à jour. Là maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce que c'est qu'une mise à jour majeure, puisque c'est une mise à jour mineure. Donc là, c'est sûrement des choses évidentes pour la plupart d'entre vous, mais donc là, on parle de mise à jour majeure. Donc, quand c'est une mise à jour majeure de Debian, on a le numéro principal qui va changer. Par exemple, Debian 12 vers Debian 13. Le nom de code aussi qui va changer. C'est de ça dont on parle quand on parle de mise à jour majeure. Donc, pareil, c'est assez évident, mais c'est l'occasion d'introduire des nouveaux logiciels ou des changements importants dans la distribution. Pour Debian, ça se passe à peu près, quand c'est prêt historiquement, mais à peu près tous les 2 ans. Et notamment, cet été, début août, est sortie la version de Debian 13, le nom de code Trixie. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une mise à jour en 13.2 qui est en cours aujourd'hui. Voilà. C'est fait, mais Jean-Pierre sur le stand était en train. Est-ce qu'il a envoyé l'email, ça y est? Pas encore. C'est en cours de préparation au Capitole du Libre, il me semble.
Pourquoi est-ce qu'on met à jour? Alors, il y a des fois, on se dit, tant que ça marche, je touche pas. Si vous êtes de cette équipe-là, bon, bah, vous pouvez, ça va vraiment pas être le sujet de la présentation, parce que bon, là, il y a plein de raisons pour lesquelles on veut mettre à jour, pour avoir des nouvelles fonctionnalités. Bon, ça c'est un premier point. Un gain de performance pour un certain nombre de logiciels qui sont en cours de développement. Les cas les plus évidents, c'est par exemple des mises à jour de PHP ou de Python ou des choses de ce type-là qui vont vraiment avoir potentiellement des gains de performance sur les applicatifs qui s'appuient dessus. Des gains en termes de sécurité, alors pas forcément des failles de sécurité qui sont patchées, puisque ça on en parlera un petit peu après, mais des nouveaux paramètres qui permettent d'avoir des choses qui sont plus sécurisées, ou même la suppression de codes dangereux ou obsolètes, etc. ou autres. Donc voilà. Et l'un des points qui est aussi important, c'est de rester avec une version qui a du support en termes de sécurité, mais même en termes éventuellement de bugs de fonctionnement, à la fois d'un point de vue de l'upstream, c'est-à-dire des personnes qui développent le logiciel, qui sont relayées par l'équipe de sécurité Debian. Donc, on parle de mise à jour majeure. Alors là, il faut quand même qu'on dise qu'il y a deux stratégies, deux possibilités pour faire des mises à jour majeures pour passer d'une version de Debian à une autre. Soit on peut préparer un nouveau serveur et on remplace le serveur en basculant les services avec une migration des données, une migration des adresses IP. Bon, ça, c'est des choses de ce type-là. Là, on ne va pas vraiment se concentrer sur cette partie-là, même si dans le graphique qu'a montré Jérémy juste avant, bah, dans les 200 serveurs, il y en a un certain nombre qui ont été faits comme ça. On utilise en partie ça. Une autre possibilité, c'est de mettre à jour directement le serveur voilà, physique ou surtout virtuel en faisant les mises à jour, et on va se concentrer sur ce point-là. Donc un petit aperçu donc, du processus, la façon dont on fonctionne pour faire les mises à jour. Donc d'un point de vue là vraiment organisationnel, après on va parler un petit peu plus technique. On informe les clients d'une nouvelle version disponible à partir du moment où elle sort, un petit peu en décalage de quelques semaines, mais en gros, voilà, on leur dit voilà, il y a une version de Debian 13. Il y en a qui savent bien et ils nous demandent très vite, et il y en a qui n'en ont rien à... et ils ne savent pas. Ensuite, bah, en fonction du temps qui passe, on demande encore et encore, jusqu'à obtenir pour les mises à jour majeures. Nous, on travaille avec des clients qui, eux, déploient en grande majorité un applicatif sur le serveur. Donc là, il faut qu'on obtienne un feu vert explicite. Évidemment, le feu vert correspond, bah, suivant les clients, à avoir éventuellement testé et validé sur des serveurs de dev ou de pré-prod qui sont chez nous ou pas, mais du coup, bon, ça correspond un petit peu au feu vert éventuellement d'un certain nombre de clients. Et en termes de durée, quand on fait donc la mise à jour d'une Debian 12 vers Debian 13, on annonce au client des délais. Pour nous, on annonce 2 heures, et souvent on annonce une coupure de service d'environ 1 heure. On coupe les services complètement sur, en tout cas, un serveur. S'il y a des services, s'il y a de la redondance, éventuellement, bah, ça va prendre le relais. Mais voilà un petit peu pour donner l'ordre de grandeur. Et oui, point important, une fois qu'on a fait la mise à jour, qui du coup quand même change pas mal de versions de là-dessus, un petit peu comme le feu vert, on demande explicitement aux clients que tout est OK pour eux. Alors des fois, ils font des recettes plus ou moins avancées sur cette partie-là, mais du coup, ils nous confirment qu'après une mise à jour majeure, leur applicatif est fonctionnel. On a un wiki public, wiki.evolix.org, où on a pas mal de choses dessus. On vous encourage bien sûr à aller utiliser ce qu'il y a dessus si ça vous est utile. On nous fait souvent le retour qu'il y a des choses intéressantes dessus, donc voilà, on essaye de s'astreindre à pousser beaucoup de connaissances là. On essaie de mettre pas mal de choses. Il y a des centaines de pages, vous pouvez faire des recherches dans la liste des pages, c'est pas forcément tout est référencé, mais voilà. Et notamment, ce qu'on met là-dessus, c'est que depuis la version Debian 5, on maintient une page pour gérer la transition de Debian 5 à Debian 6, etc. etc. Donc depuis
combien, 12, 13 ans, je ne sais pas. On s'appuie notamment sur cette partie-là. 16 ans, waouh, ça nous rajeunit ou pas. Qu'est-ce qu'il y a sur ces pages? C'est des pages publiques, vous pouvez aller voir, mais c'est rien d'extraordinaire. On reprend ce que Debian, les instructions de Debian, on va dire en simplifié, évidemment les notes de version de Debian, plus dans les paquets qu'on utilise, il y a un certain nombre de paquets qui peuvent fournir un readme.debian, un news.debian, où dedans il y a des informations utiles pour les mises à jour, avec des fois des opérations manuelles, ou en tout cas des choses à savoir sur cette partie-là. Donc pour les paquets qu'on utilise, on reprend cette partie-là, plus un certain nombre de particularités qui sont forcément sur ce qu'on utilise, du web, de la base de données, des choses de ce type-là. Et là, vous voyez, même si le détail n'est pas important, mais c'est un playbook Ansible, et on voit sur la partie haute en vert en fait des commentaires qu'on a écrits pour nous guider un petit peu sur les différentes étapes. Et en fait, on voit que c'est simplement il y a un rôle de mise à jour d'une version Debian à l'autre, et ce rôle applique tout un ensemble de choses automatisées. Il y a différentes étapes. On va les entre guillemets les détailler après, mais en fait, on s'appuie sur un fil conducteur qui est un playbook Ansible. Ce qu'on écrit dans le wiki, ce qu'on fait, et avec Ansible, une grande partie du coup est automatisée dans Ansible. Donc la phase de mise à jour, enfin la mise à jour, et c'est un processus en quatre étapes, en 4 phases. Il y en a, et on va vous montrer les 4 étapes. La première, c'est la phase de pré-mise à jour, hein, donc c'est la préparation. Là, c'est une phase qui correspond bien à la capacité de tout automatiser. On va préparer le terrain et faire plein de choses pour que on puisse ensuite réellement appliquer. Donc, en gros, c'est tout ce qui se passe avant le moment où on va faire la commande d'upgrade, toute la phase initiale. Donc, par exemple, on a un outil qu'on a écrit, qui est public aussi, et qui va faire une sorte de snapshot du serveur. Alors, c'est pas un snapshot comme des images de VM, mais c'est un snapshot de la config, et donc là, il y a un aperçu de ce qu'il y a dedans, mais il y a donc toutes les règles de firewall, tout ce qui est ouvert comme port, processus ou conteneur qui tourne, etc. En gros, si on a une question ou s'il y a eu un problème lors de la mise à jour, on peut aller regarder sur comment c'était avant. C'est très léger, ça prend, alors j'allais dire quelques kilos, mais comme on fait une copie de ETC, quelques mégas, voilà. Voilà. Mais c'est très très pratique, ça nous a sauvé la mise pas mal de fois, et vous pouvez aller récupérer ce logiciel et l'utiliser, le mettre à votre sauce, c'est très utile. Ensuite, il y a une deuxième sous-partie, c'est tout ce qui concerne la configuration d'APT. Donc là, on passe en revue rapidement, mais là, on vous parle de l'exemple de la mise à jour de Debian 11 à 12. Donc là, c'est systématique, on enlève les holds sur les paquets s'il y en a, on désactive les backports. Lors de cette mise à jour, on a eu besoin de changer des choses sur les clés GPG des dépôts. On a aussi fait la conversion vers le format DEB 822 des sources d'APT, donc on l'a fait à ce moment-là. Évidemment, c'est le moment où on va remplacer tout ce qui est Bullseye par Bookworm dans les sources listes. On peut ajouter ou enlever des paquets, etc. On a aussi fait la migration vers la suite non-free firmware pour toutes les machines physiques. Voilà. Et aussi, on essaye de se mettre, au contraire pour les VM, à utiliser le kernel cloud, qui est intéressant parce qu'il est beaucoup plus léger dans son espace disque, il boot plus vite, tout simplement parce qu'il n'a pas tout un tas de drivers inutiles pour des VM. Voilà. C'est une convention qu'on essaie d'appliquer. Ensuite, phase 2, c'est le moment où on va réellement faire la mise à jour. Donc cette phase-là, à l'inverse de la précédente, elle est complètement manuelle. C'est là où on va retrouver les étapes qu'on avait dans les commentaires du playbook Ansible. Donc là, on se connecte en SSH sur la machine. On est machine par machine pour les mises à jour majeures, on ne les fait pas en masse. Et on veut garder la maîtrise de chaque étape à ce moment-là. Donc, la première chose que l'on fait, c'est qu'on va faire un APT full upgrade, mais en download only. C'est-à-dire qu'on ne va pas réellement appliquer les mises à jour, on va tout pré-télécharger. À partir du moment où on a tout sur place, on sait qu'on n'a presque plus à faire au réseau, et c'est tranquille, pour les phases d'après, elles peuvent aller un peu plus vite. C'est pas automatisé cette partie-là ? Non, on l'avait mise avant, mais elle peut être longue, et donc quand c'est dans la partie Ansible, comme on voit pas bien, il n'y a pas de notion de progression dans Ansible sur une tâche longue, on a préféré la mettre, surtout que la partie d'avant, on peut la faire en avance de phase sans trop de problèmes, et là, ça pourrait avoir un impact sur le serveur, etc. Donc en fait, on le fait à ce moment-là. Si on a du bon réseau, ce qui est quand même le cas sur les serveurs, c'est quand même, cette partie est assez rapide. Et comme on l'a dit, on a nos miroirs, donc en fait, ça quitte pas notre réseau, mais bon, voilà, c'est plutôt, on préfère le faire comme ça.
Et ensuite, on va faire une mise à jour réellement des paquets, mais de manière prudente. On va commencer par faire une première commande d'upgrade où on lui demande de ne pas installer de nouveaux paquets. Puis, il s'autorise à installer des nouveaux paquets, puis il fait réellement le full upgrade. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que les mises à jour majeures de Debian ne sont pas prévues pour être réversibles. Et si on rencontre un problème, ça peut arriver, hein, nous très rarement, mais dans la pratique, ça peut quand même arriver, si on a fait le full upgrade d'un coup, la probabilité qu'on soit capable de revenir en arrière est plus faible. Alors que si on a fait ces 3 étapes-là, on diminue les risques d'un souci. Voilà. Grosso modo, ça divise par 3, pas des parts égales, mais en fait le nombre de paquets à migrer, donc ça fait voilà. C'est quand même quelques centaines de paquets dans une mise à jour majeure d'un gros serveur, c'est quelques centaines de paquets, hein, genre 600, 700 paquets, ça peut aller jusque-là. Et puis il y a une politique là qu'on applique, qu'on fait appliquer à APT à ce moment-là, c'est le force conf hold, c'est-à-dire on lui dit si jamais le paquet demande à faire un changement de configuration, tu ne le fais pas, tu conserves la config d'avant. C'est un choix conservateur à cette étape-là. On préfère rester sur la convention d'avant. Donc par exemple, s'il y a un changement de politique de sécurité dans OpenSSH pour déprécier tel cipher ou autre, on n'en profitera pas de cette manière. Vous allez voir qu'on le gère à un autre moment différemment. Un point important, c'est si on a modifié nous-mêmes la config. Si jamais on n'a pas modifié, il va mettre les nouveaux fichiers, sachant que on a fait une conf il y a quelques années sur ce point-là. On essaye au maximum avec les logiciels de ne pas toucher la conf, de façon à ce que, à cette étape-là, quand même, on profite de la nouvelle configuration pour la plupart des logiciels. Exactement. Troisième phase, la phase post-upgrade. Alors là, vraiment, l'upgrade, c'est le APT full upgrade. C'est ça, l'upgrade. Cette phase-là, de nouveau, on rebalance. Celle-là, elle est complètement automatisée. C'est là où on va faire tout un tas de choses, comme par exemple, on va automatiser les changements ciblés de configuration, dont on parlait dans le cas général tout à l'heure. Hein, on va changer une valeur dans un fichier de conf de l'un ou l'autre, etc. On peut aussi, lors des mises à jour majeures, faire le choix de faire des changements plus profonds. Par exemple, en passant de Debian 11 à Debian 12, on a fait le choix de séparer, de découper la configuration SSH, OpenSSH qui est monolithique. Là, on l'a rendu éclaté. Ça, c'est complexe à faire, parce que si on fait une bêtise, ben, on perd l'accès au serveur, etc. Ou bien on contredit des choix de sécurité ou autre. Donc on a cette tâche-là qui a été confiée à un script spécifique, etc. Mais c'est fait à ce moment-là. Pardon, j'ai été un peu trop vite. Et voilà, ben non, c'était bon. Et ensuite, la quatrième phase, la finalisation, celle-là, elle est de nouveau complètement manuelle. Donc, en fait, au fur et à mesure de ces différentes phases, on va accumuler des sortes de petites notes en disant ça, il va falloir le faire. Et donc, par exemple, on a des tâches to-do, des tâches à faire qui sont urgentes, certaines d'entre elles. Et là, le système va nous dire, bon, bah là, par exemple, on a détecté que vous êtes passé de 7.4 à 8.2 en PHP. Attention, il faut aller récupérer les configurations spécifiques. Comme je disais tout à l'heure, le paquet ne le fait pas. Ou bien, on a détecté une instance sur un port alternatif pour MariaDB, il faut aller lancer la commande d'upgrade pour cette instance-là. Avec Ansible, il y a des choses qui sont faites automatiquement, et pour certains cas, soit parce qu'on ne l'a pas encore fait dans Ansible, soit parce qu'on veut, notamment pour PHP, que ce soit vraiment, c'est pas trivial à faire, il peut y avoir des changements entre les différentes versions, et on se garde ça comme opération manuelle à faire. Après ça, il faut forcément redémarrer le serveur. Le serveur, le poste de travail, peu importe. Je dis serveur, mais ça s'applique à toute machine. Lors des mises à jour majeures, en tout cas pour Debian, c'est le moment où il y a des nouveaux kernels qui arrivent, notamment. Donc il faut absolument redémarrer, s'assurer que tout va bien, y compris des fois les interfaces réseau peuvent changer de nom, il peut y avoir des choses comme ça, donc c'est important de le faire. Et après, on peut se concentrer sur des tâches to-do manuelles qui sont moins urgentes, mais là, par exemple, on identifie qu'il y a... Alors là, quand on a des numérotations comme ça fait référence à notre wiki, justement. C'est des choses qui sont numérotées, codifiées, et on a un humain qui va regarder ça, et qui va dire, ah oui, il faut faire la procédure U11-12, donc pour de Debian 11 à 12, U002, il sait qu'il y a quelque chose à faire pour PHP-MyAdmin, on va faire ça. Voilà, et tout un tas d'autres choses possibles, avec des niveaux de criticité ou d'importance. C'est là où, quand on dit que ça nous prend 2 heures par serveur, donc en fait, on considère qu'il y a 1 heure, et donc jusqu'au redémarrage du coup, et les to-do urgents, et potentiellement la deuxième heure est consacrée à faire un certain nombre de choses qui vont être moins urgentes, soit dans la foulée,
soit des fois c'est des choses qu'on peut faire dans les jours qui suivent. Voilà, donc là on a fait un peu le tour de la mise à jour majeure. Normalement à cette étape-là, effectivement c'est là où on dit au client tout est bon, allez-y, vérifiez, ou bien reprenez en main la machine, on la remet dans le load balanceur ou autre, enfin, selon les cas dans les infras. Maintenant on va vous parler des mises à jour mineures. Donc les mises à jour mineures, c'est principalement des correctifs de sécurité. Il y a aussi un certain nombre de mises à jour qui concernent, on va dire, des choses un petit peu plus volatiles, comme TZ Data ou CA Certificates. TZ Data, c'est là où, par exemple, il y a les changements d'heure sur toute la planète à peu près, et puis il y en a qui décident ça pas longtemps avant. Et donc, du coup, il faut maintenir ça à jour. On ne peut pas garder la version de il y a 6 mois ou autre. Donc, c'est un paquet qui est mis régulièrement à jour. En théorie, il n'y a pas de rupture de compatibilité au niveau des logiciels. Historiquement, c'était vrai pour vraiment quasiment tous les logiciels, etc. ou autres. C'est vrai pour une immense majorité des logiciels, mais effectivement, il y a un certain nombre de logiciels où c'est complexe à maintenir et où au final, potentiellement, il y a non pas des mises à jour vraiment majeures, mais il y a quand même des mises à jour mineures pour un certain nombre de logiciels à cette occasion-là. Il peut y avoir, par exemple, c'est le cas, on peut les lister, il y en a, je ne sais pas, une dizaine, je crois qu'on en a compté, PostgreSQL, MariaDB, et bon voilà, où potentiellement, c'est pas juste un patch de sécurité qui va combler une faille de sécurité, mais il peut y avoir un petit peu plus de changements. Bon, par contre, ce sera pas, on va pas passer de PostgreSQL 16 à 17, mais ce sera par exemple le 16.2 à 16.3 par exemple sur cette partie-là. Là, notre organisation, du coup, avec la centaine de clients qu'on a sur ces mises à jour mineures, donc elle est un peu différente des mises à jour majeures, mais globalement, on leur annonce les paquets qui sont concernés, on leur liste les services qui vont être redémarrés, on leur donne la possibilité de reporter la mise à jour. Justement parce que ça va redémarrer dans un certain nombre de cas et donc ça peut avoir une interruption. Donc on leur donne le choix. Le planning un petit peu du déroulement prévisible qu'on fait depuis une petite dizaine d'années. Je crois que Microsoft avait un truc comme le Patch Tuesday ou alors c'est Thursday ou je ne sais plus. C'est un peu inspiré. Le but étant de prévenir les clients et qu'ils aient un calendrier un petit peu toujours pareil. Du coup, le mardi matin, c'est la partie préparation et notification qui est fait automatiquement. Là, on n'a rien à faire. On a un premier créneau, on va dire, de 30 minutes le mardi après-midi où on met à jour environ 200 serveurs, souvent les serveurs non critiques, par exemple de pré-production ou autres. On a un plus gros créneau qui dure environ 1 heure, qui est le jeudi soir, où là on met souvent 600 à jour 600 à 700 serveurs critiques. Et le vendredi matin, dernier créneau, où là c'est en moyenne 15 minutes, on va dire, les chiffres vraiment sont approximatifs, pour mettre à jour 100 serveurs. Et c'est ça aussi, ce délai de mise à jour qui est important, et pourquoi est-ce qu'on a tout ce process-là en partie. Alors, à quelle fréquence est-ce qu'on fait ces mises à jour mineures? On ne peut pas donc le faire tous les jours, et là on a vu que c'était quelque chose déjà qui avait une approche de type hebdomadaire. Et donc, on essaye en fait de le faire à peu près 1 à 3 fois par mois, selon les moments. C'est un assez bon rythme, on n'est pas constamment en train de tout mettre à jour, mais on ne prend pas non plus trop de retard par rapport à des pages de sécurité. On s'organise par rapport à des contraintes humaines, soit chez nous, soit chez les clients, etc., ou des contraintes techniques, ou des contraintes par rapport à la criticité de certains patchs, donc on évalue tout ça. On essaye quand même d'éviter les vacances et les jours fériés, parce que pour tout le monde c'est plus pratique, y compris pour nos clients, hein, c'est pas juste pour nous. Jour férié, quand c'est souvent le jeudi, le lendemain aussi, ou si c'est le vendredi c'est férié, ou le jeudi évidemment. Et alors, je suis sûr que vous allez nous dire, oui, mais si vous faites ça qu'1 à 3 fois par mois, ça veut dire que ça pourrait être avec des délais d'1 mois ou un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe en cas de faille critique? Très bonne question. On se l'est posé, évidemment, et ben donc, si en fait, on a une équipe de sécurité aussi en interne qui va évaluer les failles, les patchs, etc. Et en gros, on a un dispositif qu'on peut déclencher à partir du moment où on a identifié qu'il fallait agir
entre guillemets vite, c'est-à-dire au-delà du cycle habituel, plus rapidement, on peut déclencher un playbook très spécialisé. Ça n'est pas du tout le process. C'est juste un playbook particulier. Et en gros, le temps humain, c'est à peu près 24 heures, le temps d'analyser, etc., et d'appliquer. Mais on peut même descendre à des délais beaucoup plus courts, de quelques dizaines de minutes, pour dire qu'on va mettre à jour un paquet ou une série de paquets qui sont vraiment très critiques. C'est déjà arrivé quelques fois avec la libSSL ou un patch pour OpenSSH, qui sont des choses qui sont vraiment très importantes. Et donc, on utilise une petite astuce d'APT avec la parallélisation d'Ansible. En gros, cette commande, on la lance via Ansible, mais c'est l'équivalent du install -- only upgrade. Et ça, ce que ça fait, c'est que le paquet, par exemple, OpenSSH Server, alors nous, on l'a partout, mais un autre paquet qu'on n'aurait pas partout, ne sera installé et mis à jour que s'il est déjà présent. Et donc, on a la garantie qu'on ne l'installera pas là où il n'est pas nécessaire. Et donc, on lance cette commande de manière massivement parallèle sur un millier de serveurs. Alors, ça ne sera pas un millier parce que souvent, c'est sur une version de Debian qu'il y a une problématique, ou 2 ou 3, mais en général pas tout. Voilà. Et en tout cas, on sait gérer de cette manière. Et tu l'as dit, mais effectivement, quand on parle de 24 heures, lancer cette commande sur 1000 serveurs, grosso modo, avec ces 10-15 minutes, quand on parle de 24 heures, c'est le temps qu'on analyse la faille. Il y avait une présentation tout à l'heure d'analyser le score CVSS, que l'équipe de sécurité dise ça c'est important, on est concerné, on est sûr que le correctif corrige dans notre cas, éventuellement de tester des exploits derrière, et c'est pas la mise à jour en elle-même. Sur la préparation là, du coup, plus concrète et de ces mises à jour mineures, quand on parle du mardi matin, une opération qui est faite automatique, on se sert d'un script shell qui porte bien son nom, listupgrade.sh, qui est lancé chaque mardi matin entre 6h et 10h sur chaque serveur, en heure française, je crois que c'est ça, et qui notamment, il va récupérer sur un serveur centralisé un certain nombre d'informations sur une page publique en HTTPS, notamment le fait de est-ce qu'on décide d'activer ou pas les mises à jour cette semaine, ou partiellement, dans certains cas, on peut le faire seulement sur certaines versions. Donc globalement, l'équipe de sécurité doit dire avant le mardi matin si cette semaine on va être lancé ce process ou pas. Et il y a un aspect important dans ce process-là qui s'étale sur plusieurs jours de la semaine, c'est qu'à partir du moment où on a fait cette étape-là, on veut que tout soit absolument figé. On veut plus de surprises, on veut pas de nouveaux paquets qui va provoquer un redémarrage d'un service qu'on n'a pas annoncé au client. On veut pas avoir la surprise d'avoir quelque chose qui va être présent à ce moment-là mais qui disparaîtra après, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la commande d'update, classique, que vous connaissez probablement, avec une option supplémentaire, c'est lui demander d'écrire ses états, son index, son cache, on va dire, à un endroit alternatif, qui n'est pas l'endroit normal. Ce qui fait que si quelqu'un vient faire apt update derrière, ça ne viendra pas remettre en question cet index-là. C'est une sorte de copie, de snapshot de l'index qu'on a fait. Et puis, on va aussi, tout comme pour les mises à jour majeures en démarrage, on va faire un pré-téléchargement de tous les paquets. Ce qui fait que le moment où on va réellement appliquer les mises à jour, on n'aura pas d'interaction avec le réseau. Évidemment, le SSH pour se connecter au serveur, mais il n'y aura pas de retéléchargement. Et si un paquet, pour une raison quelconque, a disparu, on l'aura quand même en local. S'il y a un problème avec les miroirs, on l'aura quand même en local. Donc, à ce moment-là, une fois qu'on a fait ça le mardi matin, pour la première session, donc là du mardi après-midi, on passe, on va dire, dans un mode semi-automatique. L'opérateur qui est chargé de faire ça utilise à nouveau un petit script shell qui lance sur son ordinateur, qui s'appelle parse listupgrade.sh, et qui va en gros construire la liste des serveurs qui sont concernés par les mises à jour en fonction de l'opération du matin. Donc principalement ce script, qu'est-ce qu'il fait? Il groupe et il trie les serveurs à mettre à jour pour respecter un certain nombre de contraintes de répartition, notamment les serveurs qui ont de la redondance. Le but c'est pas de faire la mise à jour au même moment, sinon le service va être coupé. Bon, voilà, sur tout un certain nombre de choses. Et en gros, ça lui donne des commandes à jouer, prêtes à copier-coller dans un terminal. Et on va vous montrer là-dessus, mais grosso modo, pour un petit peu optimiser, à un moment donné, bon là c'est le cas on utilise cluster SSH, on va vous montrer un peu là-dessus, mais ça lui donne 16 serveurs qui copie-collent dans Xclip, mais en gros pour faire un copier-coller rapide et d'avoir juste à lancer ça.
Donc comme on ne peut pas évidemment tout faire sur 700 serveurs en simultané, et même sur des nombres plus courts, plus petits, c'est compliqué. Ce qu'on fait donc, c'est qu'on découpe et on parallélise. Et pour ça, on utilise un multiplexeur de terminaux. Donc il en existe plein, et d'ailleurs entre nous, on n'utilise pas toujours les mêmes, mais il y a Cluster SSH ou bien Xpaint qui s'appuie sur Tmux, qui sont très bien pour faire ça. Ça va nous permettre d'exécuter les actions en parallèle. Donc une chose que une commande qu'on va lancer, elle va se lancer sur un certain nombre de serveurs. Et pour autant, ça nous laisse la possibilité de se concentrer sur une seule de ces fenêtres ou un seul de ces serveurs si jamais quelque chose a besoin de notre attention. Donc là, par exemple, on vous montre une capture d'écran de CSSH où on voit que là, il y en a 3 x 5, 15. 15 terminaux avec un SSH connecté, et on a ici un petit prompt, et ce qu'on va saisir là-dedans, ça sera broadcasté sur les différents terminaux. Par contre, si on vient dans celui-là et qu'on vient taper quelque chose là-dedans, ça ne se tapera pas dans les autres. Voilà. Donc c'est vachement pratique. Donc, si sur le temps des mises à jour, par exemple le jeudi soir, où c'est le grand soir, où on a notamment 1 heure pour mettre à jour à peu près 700 serveurs, donc de façon concrète, en fait, quand on lance un cluster SSH sur 16 serveurs, on fait en fait des séries. Donc on fait 8 groupes de 16 serveurs pour faire une série d'environ, ça fait à peu près 128 serveurs par série. Donc globalement, on utilise les workspaces du Window Manager et on lance une première série, et dans la foulée, on lance une deuxième série, jusqu'à lancer 8 séries, donc sur 8 workspaces des Window Manager. Et après chaque série, on fait une petite pause, notamment, alors le monitoring arrive évidemment en direct, mais on laisse du coup quelques minutes pour faire une vérification plus poussée. Et ça peut arriver du coup qu'il y ait des problèmes plus importants, un service qui ne redémarre pas, une régression sur 128 serveurs. Dans les 700, c'est assez rare qu'il y ait 0 souci sur les 700 serveurs, par exemple le jeudi soir. Et là, on peut prendre une pause de 1 minute, mais des fois, on peut aussi prendre une pause de 1 demi-heure. En fait, on appuie sur le bouton quand on veut commencer la série suivante. Depuis tout à l'heure, on insiste beaucoup sur le fait de garder la maîtrise, c'est aussi ça. C'est-à-dire que si on avait vraiment tout lancé en parallèle, on ne pourrait pas interrompre et faire une pause et traiter. Là, c'est ce que ça nous permet de faire. Donc là, c'est ce que j'ai dit sur la partie du coup monitoring et la plus grande pause si besoin. Et éventuellement, on peut envisager de tout annuler si vraiment il y a un problème majeur. Alors normalement, on fait aussi des mises à jour le mardi après-midi, puis même en amont sur d'autres serveurs pour essayer d'anticiper au maximum des problématiques. Mais en fait, les mises à jour, on les annonce comme elles vont être faites, mais les clients ne sont pas non plus dépendants. Si elles ne sont pas faites, ce n'est pas un engagement obligatoire. Donc c'est arrivé en 10 ans 2 fois qu'on interrompe là-dessus, parce que grosso modo, alors soit on s'aperçoit de ça après la première série de 128 serveurs, ou même en cours, parce qu'on garde quand même un œil, même si on lance ça très rapidement, on garde un œil s'il y a des choses qui se passent mal, et où on travaille sur le problème, puis on décide de reporter à la semaine prochaine pour pouvoir travailler plus profondément, on va dire, sur le souci. Une fois qu'on a fait cette série de 128 serveurs, etc., on le fait donc 4 ou 5 fois pour atteindre les 600 à 700 serveurs. D'un point de vue supervision, on active une plus grande réactivité de la supervision à ce moment-là. Souvent, donc par exemple le jeudi soir, on est en heure non ouvrée, donc on est sur des délais qui vont être éventuellement jusqu'à 10 minutes. On diminue ça puisque là, on est effectivement sur les serveurs. L'opérateur qui fait ça n'est pas forcément, enfin n'est même pas la personne d'astreinte, et dans ce cas-là, c'est probablement, il y a beaucoup de chances que ce soit elle qui provoque un souci, donc elle prend la main sur les alertes, quitte à renvoyer des alertes à l'astreinte si vraiment il y a besoin, et c'est ce qui nous permet de régler les problèmes quand il y en a au fil de l'eau et le plus rapidement possible. Et donc là, on vous a montré le process d'ensemble, mais si on regarde ce qui se passe réellement, serveur par serveur, parce que honnêtement, c'est vraiment beaucoup là, c'est intéressant. Sur chaque serveur, on lance une commande. On a un alias d'ailleurs pour éviter de retaper toutes ces lettres-là, mais on lance une seule commande, et si tout se passe bien, c'est la seule que l'on va jouer
sur tout le serveur pour que ça fasse tout ce que ça a à faire. Voilà. On a limité les choses. On demande à APT de fonctionner en mode non interactif, donc on n'aura pas de questions. Il ne va pas nous demander de confirmer ceci ou cela, ça passe tout seul. On va réduire la verbosité d'un maximum de commandes, parce que donc quand on a 128 serveurs répartis sur x fois 16, etc., on ne veut pas avoir des milliers de lignes qui défilent, donc on réduit. On met des couleurs là où on le peut pour avoir des choses qui sautent aux yeux. Et puis aussi, on va garder un maximum de logs pour être capable de revenir sur ce qui s'est passé dans cette fenêtre de temps-là, donc les logs APT, term, history et les sorties des commandes. Voilà. Là, on vous montre rapidement une version très légèrement accélérée de ce qui se passe sur un serveur. Donc, on a l'application de la mise à jour des paquets. On va voir qu'il y a des services qui redémarrent. On va voir que on a différentes sections, notamment on parlera des conteneurs LXC ou autres. Et à la fin, on a un compte rendu. Donc là, on voit qu'on a du vert. Voilà. On va pas aller plus dans le détail, mais voilà. Donc, pour l'upgrade en elle-même, c'est ce qu'on vient de voir là, mais je redétaille rapidement. Effectivement, on a un certain nombre de serveurs où il y a des conteneurs LXC, et du coup, ça va faire aussi les mises à jour dans les conteneurs LXC pour qu'ils se maintiennent à jour sur cette partie-là. On utilise le cache préparé le mardi matin pour ne mettre à jour que les paquets qu'on a annoncés. Et en complément de ce que disait Jérémy, on utilise les options no download, no remove. Si jamais, normalement, il ne va pas y avoir de nouveaux téléchargements ou de choses comme ça, mais si jamais il y avait un problème, ça va échouer et on voit ça à un autre moment, mais ce n'est pas sur le moment où on fait la mise à jour qui est dans un temps assez restreint. Et donc, une fois qu'on a mis à jour tous ces paquets, la question est, est-ce qu'on a besoin de redémarrer des choses? Alors, habituellement, les paquets gèrent le service pour eux-mêmes et ils savent s'il faut redémarrer le service. Par contre, lorsqu'on a des dépendances, si on met à jour le paquet de la glibc ou le paquet de la libSSL, la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, le paquet libSSL ne sait pas qui s'en sert. Donc il ne peut pas dire « Ah, il faut que tu ailles redémarrer ton OpenSSH ou autre ». On s'appuie là-dessus sur need restart qui va nous donner cette information de manière très, très utile et on sait ce qu'on a à faire. On va redémarrer les services, donc encore une fois c'est automatique, etc. Et on va regarder le statut des serveurs. On l'a aperçu passer dans le déroulé tout à l'heure. Petite note, le kernel, lorsqu'il est mis à jour pour être appliqué, il faut redémarrer. On n'en parle pas, c'est un process à part, beaucoup plus complexe et beaucoup plus engageant. Donc là, on élude en tout cas pour le moment cette question du reboot. Et là, vous voyez la sortie de need restart, donc où on voit, si vous avez l'habitude ou pas, mais on a le kernel qui ne change pas. Par contre, il nous informe qu'il y a tous ces services qui mériteraient un redémarrage. Et donc, on est capable de boucler là-dessus et de le faire. Après avoir fait tout ça, les derniers, on va dire, nettoyage ou opération de ce qui se passe par le script, il notifie le client et le sysadmin, puisque du coup, c'est pas à une heure à la minute près. Donc, il confirme au client que la mise à jour a bien été faite. On notifie les sysadmins, notamment pour les jours suivants, pour archivage du moment où ça a été fait. On commit les changements dans /etc. On utilise un outil quasiment équivalent à etc Keeper pour traquer toutes les modifications. En théorie, sur les mises à jour mineures, il y en a très peu, mais il peut quand même y en avoir. On s'assure qu'il n'y en ait pas. Et on fait différentes tâches pour la traçabilité, de garder des informations sur l'état du système. Et alors, avec tout ça, est-ce qu'on a fini? Si jamais on voit à la fin que des lignes vertes, c'est OK. Ce qu'on fait quand même, c'est que quand on lance des séries, vu qu'on redémarre souvent quand même pas mal de services, on regarde si les lignes vertes, c'est le principal indicateur, mais grâce au cluster SSH ou Xpain, on peut remonter très rapidement pour regarder en fait si toutes les couleurs. Si on n'a que du vert, du coup on peut passer et éteindre la série, et du coup c'est cette partie-là. Et sinon, on se concentre sur le serveur concerné pour voir globalement ce qui ne va pas. Donc là, on remontre la chose de tout à l'heure, mais qui parlera un peu plus. On lance une seule commande, voilà, on télécharge les paquets, ils se mettent non, on les télécharge pas, ils sont déjà téléchargés, on les met à jour.
Là, on a vu les restarts, et ce que vous allez mieux voir là, c'est la partie LXC. Donc, on a différents conteneurs LXC, on s'en sert notamment pour faire du multiples versions de PHP. Et là, le système nous dit qu'il a mis à jour tant de paquets dans tel conteneur, etc., et dans le système principal, et voilà. Donc, en conclusion, on a vu beaucoup de similarités entre les mises à jour mineures et les mises à jour majeures, notamment le fait qu'on doit interagir avec nos clients, le fait qu'on doit faire des vérifications, qu'on veut garder la main, etc. Mais on a aussi beaucoup de différences, notamment le temps que ça prend. Les mises à jour mineures, elles nous prennent environ 1 heure pour 1000 serveurs, c'est une approximation, mais on est dans cet ordre de grandeur-là. Et si on fait une moyenne un peu débile, sur une année, sur le nombre de serveurs et le nombre de fois qu'on fait des mises à jour mineures, ça nous prend à peu près 90 secondes par serveur sur l'année, hein, pour le mettre à jour sur l'année. Les mises à jour majeures, par contre, elles prennent au minimum 1 heure. Donc même si on dit ça fait 1000 heures pour 1000 serveurs, si on fait une moyenne sur 2 ans, parce que les mises à jour sont tous les 2 ans, c'est à peu près 30 minutes par serveur. Donc la différence, elle est significative. Mais l'enjeu n'est pas le même aussi. La prise de risque, entre guillemets, enfin les surprises sont plus importantes sur une mise à jour majeure, même si Debian fait un énorme travail là-dessus. Puis nous, on essaye aussi de gommer d'arrondir les angles, etc. sur ce qui nous concerne. Mais voilà. Et donc, si on doit retenir une chose importante de tout ce dont on vous a parlé, c'est garder vos serveurs et vos postes de travail et vos machines le plus à jour possible. Debian est un système qui est assez, qui nous pousse à ça et qui nous sécurise à ça, donc on vous conseille de le faire, voilà, autant que possible. Merci beaucoup. On a quelques minutes, 3 minutes pour les questions. Il y a là le lien vers le dépôt dans lequel il y a tous nos codes, Ansible, nos shell scripts et les diapos sont dispo là. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, vas-y, je vais répéter la question pour le... Alors, excuse-moi, par contre, j'arrive pas à t'entendre. Vous connectez en SSH sur toutes les machines, c'est ça? Donc, c'est-à-dire redonne ta question, j'ai pas entendu, excuse-moi. Vous connectez en SSH sur toutes les machines, si j'ai bien compris. Enfin, le script le fait, l'automatisme le fait. Ça veut dire que vous avez des clés, les clés quelque part, des clés, un système de clés, ou comment ça marche? Oui, absolument. En fait, on est une équipe qui fait de l'infogérance, donc on a une grosse partie de l'équipe, c'est des sysadmins, et les clés SSH de chaque sysadmin sont déployées sur tous les serveurs qu'on gère, ceux de nos clients ou les nôtres. Donc oui, absolument. Oui. Donc ça impose que l'opérateur qui fait ça, lui, ait accès, ce qui, au bout de quelques années dans l'équipe sysadmin, va avoir accès à quasiment tout. En vrai, c'est pas 100%, mais quasiment tous les serveurs pour être dans la capacité de faire ces opérations. Pour les mises à jour mineures. Pour les majeures, il suffit d'avoir accès aux serveurs concernés. J'ai encore. C'est bon. Là, vous êtes à près de 1000 serveurs. Evolix, c'est une boîte a priori qui fonctionne bien. Le wiki est super. Merci encore. Encore merci. Et encore merci. Par contre, est-ce que vous allez pouvoir passer à l'échelle? Enfin, si demain il y a 2000 serveurs ou 3000 serveurs, à un moment, ça peut-être un peu cassé, non? Si un jour on a 2000 serveurs, ça ne sera pas demain. On a une croissance lente, volontairement. Notre but n'est pas d'exploser. Et si on a ce problème-là, on se le posera. Mais on a la chance que s'il vient, il sera venu doucement. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à travailler Volix, on était peut-être à 800 serveurs. On en est aujourd'hui en réalité plus à 1200. Donc c'est pas non plus des ordres de croissance qui sont incroyables. C'est pas tellement ça notre problématique. Mais ça pourrait. Pour 2000, ça va le faire. Pour 2000, ça va le faire. Après, effectivement, pour 10 000, bah là, ça devient plus compliqué. Mais en l'état, on vise peut-être 2000 serveurs dans 7 ou 8 ans. Donc, voilà. Et une dernière question, c'est comment vous gérez sur le serveur, quelle est la limite entre votre périmètre d'intervention et celui du client? Parce que là, vous mettez à jour PostgreSQL, ça peut être quand même impactant pour le client. Enfin, c'est forcément impactant pour le client. D'ailleurs, c'est pour ça que les mises à jour majeures on a besoin de demander à nos clients, etc. Parce que ça peut casser des choses pour eux. Le principe des mineurs, c'est que ça ne devrait pas casser des choses pour eux.
Justement, il n'y a pas de changement fonctionnel, il n'y a pas de changement de périmètre, ni de grande version, etc. C'est que du patch de sécurité, à quelques toutes petites exceptions près. Mais oui, notre périmètre en tant qu'infogérant, c'est de maîtriser toute la couche système. Alors on ne va pas toucher à leurs applications, à leur code à eux, mais tous ces fondamentaux-là, tous ces fondements-là, on les touche, oui. Et en les faisant presque tous les mois, ben on rôde le fait qu'il n'y a pas de problème. L'idée générale, c'est que justement, comme le workflow est vraiment entre le mardi et le jeudi, éventuellement, ils s'attendent à ce qu'il y ait une maintenance. Donc, il y a certains clients qui ont de la redondance, qui ne vont pas avoir de soucis, ou d'autres qui vont, par exemple, avoir une maintenance de 1 à 3 minutes sur le créneau de 20h à 22h. Et en fait, ils sont habitués à ça, et globalement, ça se passe bien. Sinon, ils ont de la redondance. Et pour le suivi des interventions côté client, c'est le mail, c'est un système de ticketing, c'est... On envoie des emails le mardi matin, on envoie quand c'est terminé, et en plus, toutes les interventions sont loguées dans notre, on va dire, espace client, dans notre système de tickets où ils peuvent, une interface web où ils peuvent voir l'historique de toutes les interventions qu'il y a eu. Merci.